Bonjour les gens, c'est Endeavor. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à un dungeon crawler coopératif. Ça s'appelle Midara. C'est issu d'un Kickstarter, comme vous le voyez sur cette page, financé en 2015 et livré il y a à peine quelques mois, un mois ou deux. Donc avec un énorme retard, je vous en parlerai un petit peu, je pense, vers la fin, quand je parlerai de quoi attendre du prochain Kickstarter. Parce que, voilà pourquoi je vous fais cette vidéo, c'est qu'il y a un Kickstarter de reprint fin juin, le 24, qui démarre le 24 juin pour le jeu de base, enfin le début de l'histoire, et les deux actes, les deux autres moitiés de l'histoire, enfin les deux autres tiers de l'histoire. Donc je vais vous présenter le jeu. C'est un gros coup de cœur pour moi, mais je vais quand même essayer de d'insister sur pas les forcément, enfin les défauts éventuellement, mais aussi les particularités du jeu qui pourraient faire que le jeu ne vous plaise pas. Donc c'est un dungeon crawler coopératif, fait principalement pour jouer en campagne. C'est un petit peu difficile d'évaluer la durée totale de la campagne. Eux ont parlé de 90 heures sans être très très précis, en tout cas du premier acte, c'est-à-dire celui dont nous on a été livré. En tout cas, nous on a joué 25 heures et on a fait un petit peu plus du premier chapitre sur 5. Un tout petit peu plus. Je pensais qu'on avait bien avancé dans le chapitre 2, mais en fait on l'a à peine effleuré. Donc il faut s'attendre à au moins une centaine d'heures de jeu, 100, 120, difficile à dire. Il y a un deuxième mode, donc c'est si vous voulez pas vous engager sur longtemps, voilà. Il y a un deuxième mode de jeu qui s'appelle le crawl. C'est juste des scénarios, ce sont juste des scénarios individuels. On peut jouer en one shot quoi. Si vous achetez le jeu que pour ça, abstenez-vous. Voilà. C'est dans la boîte de base qu'on a reçue. Il y en a 5. 5 différents qu'on peut jouer les uns à la suite des autres, qui forment pas vraiment une mini-campagne parce que il n'y a pas beaucoup de scénarios. Il y a pas, enfin, il y a de l'histoire, mais il n'y a pas le suivi. C'est pas aussi suivi que bah, si vous faisiez 60 ou 80 scénarios de suite, hein, bien entendu. Et euh, j'ai un peu perdu le fil, je suis désolé. Donc, ils ont promis de renforcer un petit peu ce mode-là lors du deuxième Kickstarter. Globalement, voilà, si vous venez, c'est pour jouer en campagne. Moi, c'est ce que je vous conseille en tout cas. Donc, c'est un jeu. Alors, je vous parlerai un peu de l'esthétique tout à l'heure, parce que comme vous le voyez, elle est assez particulière. Il faut. Alors, je vais descendre un petit peu pour vous montrer. Elle est extrêmement manga, animé, manga. Enfin, voilà, tout est vraiment très typé. Personnellement, c'est pas ça qui m'a fait plaisir. Alors ça, ce sont vraiment des vieilles enfin des vieilles tuiles, puisque ce sont les tout premiers d'il y a 4 ans. Le jeu ressemble pas forcément à ça. En revanche, graphiquement, tout est identique, mais c'est parce que tout est beaucoup plus bas. Voilà, pour vous donner des exemples. Voilà, c'est au niveau de l'univers, pour résumer, c'est du Final, plus ou moins du Final Fantasy, c'est-à-dire, alors il y en a plein des Final Fantasy, mais c'est du médiéval fantastique, c'est-à-dire qu'il y a de la magie, il y a des monstres, il y a des choses comme ça, avec un petit peu de modernité, il y a quelques armes, donc peut-être plutôt la Renaissance comme vous voyez ici. Il y a des choses comme ça, et des monstres horribles. Voilà. Pour résumer, ça résume assez bien le, le, le- enfin l'idée derrière le jeu. Alors c'est pas que ça. Je vais vous déjà clairement, c'est un jeu où la narration est très très forte. Pour vous donner un exemple, dans la plupart des jeux, on incarne un guerrier. Il a la plupart du temps pas de nom, ou s'il en a un, il a à peine une histoire de 4 lignes au dos de sa feuille. Là, c'est très différent. Donc, le jeu est fait pour jouer de base à 4 joueurs. Euh, euh, ce... Donc, 4 joueurs, c'est assez important. Il y a des variantes officielles avec des cartes spéciales pour la jouer pour 2 et pour 3 joueurs. En solo, 4, bon, ça se joue. Il y a certains gens qui le jouent. C'est un petit peu complexe à gérer, peut-être.
Mais il y a des variantes officielles qui existent. Donc c'est possible si vous voulez être solo. Si vous êtes deux et que vous voulez absolument, absolument pas jouer deux persos chacun, moi c'est ce que je vous conseillerais, mais parce que je trouve que deux persos c'est très gérable, euh, euh, bah, vous pouvez utiliser cette variante-là. C'est un système de pouvoir, comme si on incorporait quand même le personnage qui n'était pas là, un des personnages qui n'était pas là, qui est lié à votre aventurier à vous. Donc il vous donne bon, un bonus de points de vie, mais et un pouvoir spécial, etc. Alors ils disent eux-mêmes que ces variantes ont été moins testées que le jeu de base. Bon, c'est pas très étonnant vu la longueur, parce que c'est un truc, bon, c'était un bonus du Kickstarter. C'est pas très étonnant vu la longueur de la campagne qu'il y ait un petit peu moins quand même de, voilà, de playtest. Bon, je pense que si c'est ça. En revanche, si vous êtes solo, il n'y a pas de variante pour jouer un seul perso. Si vous voulez jouer tout seul et un seul perso, bah ça fonctionne pas. Il y a une variante cinquième joueur. Ils disent oh, bon, on l'a mise, voilà, mais attention, le jeu est vraiment pas conçu pour ça, le faites pas. Voilà. Donc 4 joueurs, moins avec ou sans la variante. Voilà. Donc ça c'est pour le nombre de joueurs. Pourquoi je vous en parlais? Parce que les personnages, les 4 personnages qu'on va incarner au tout début de l'aventure ont un background. Sur leur site, il y a même un background. Alors attendez, hop, ça c'est sur leur site. Hop. Il y a même un background de genre 2 pages ou une page. 2 pages, vous voyez, le PDF est en train de s'afficher. Sur chaque personnage, qui introduit un petit peu son histoire. Bon, quand je vous parlais d'esthétique manga avec mini-jupe, euh, euh, c'est limite le chainmail bikini, voilà. Donc ça, bon, ça fait partie du jeu. Soit vous l'acceptez, soit vous l'acceptez pas. Donc voilà, il y a un, un background assez écrit sur énormément, énormément d'éléments du jeu. Derrière chaque monstre, vous avez 5 paragraphes avec que de l'histoire, quoi, que du background. C'est très très riche. Le jeu est très très axé sur l'histoire. C'est probablement, c'est assez d'ailleurs un petit peu étonnant, mais donc ça, ce sont les règles du jeu. Euh, euh, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que vous avez comment ça se passe? Vous allez faire quelques rencontres. Enfin, vous allez avoir un texte d'introduction. Vous allez faire quelques rencontres, quelques scénarios où on va jouer sur des tuiles. C'est un donjon. Il y a une partie assez classique. On se déplace sur des cases. On lance des dés pour tabasser des ennemis, etc. Je vais vous en parler dans le système tout à l'heure. Et entre ça, enfin entre ces phases-là de jeu, quoi, vous avez un, deux, trois scénarios ou voire plus qui vont s'enchaîner avec relativement peu de texte, de background à lire, enfin de texte à lire, genre un paragraphe de 5 lignes, quelque chose comme ça. Mais entre ça, vous allez avoir des espèces de tunnels de texte. Alors ça paraît un peu péjoratif, mais je pense que ça peut être un obstacle pour certains que je vais vous montrer. Hop, donc là, on va. Alors ça, donc ça c'est à la fin. C'est pas un spoiler, hein, vous inquiétez pas. À la fin du prologue, je vais un peu dézoomer. À la fin du prologue, donc de l'espèce de tutoriel qui sert pour vous apprendre un petit peu, pour vous aider à appréhender les règles. Vous avez donc ici 4 pages. Donc vous voyez, c'est du texte. Alors il y a un petit peu, hein, il y a un petit peu d'illustration, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de texte à lire. Donc ça c'est la première partie, puisque c'est pas fini en fait. Et hop, une deuxième partie, donc 4 pages, puis 7 pages. Hop, ça vous raconte l'histoire, qu'est-ce qui est en train de se passer, et c'est très détaillé sur tout ce qui se passe. Vous voyez? Et là, hop, on continue, et c'est le prochain scénario tout en bas, ils nous disent d'y aller. Les personnages se parlent entre eux, ils se racontent leur vie, on apprend des choses sur leur background au fur et à mesure. Bah, c'est vrai qu'à des moments il y a des surprises. Ah, au fait, les gars, moi je sais faire ça. Alors que c'était pas dans le background de base du personnage où il m'est arrivé ça. Bon, c'est assez riche. C'est tout en anglais, j'ai oublié de vous le dire. Le jeu de base est tout en anglais. Ils avaient promis une traduction en français, mais
la traduction des cartes et des règles, au moins du premier acte, c'est-à-dire de ce qu'on a reçu, seront fournis en PDF. Il n'y aura pas d'impression, en tout cas par eux. Ils avaient promis le bouquin de scénario. Au lieu de faire 250 pages, il en fait 480. Ils ont promis en 3 ou 4 langues. Ils ont dit eux-mêmes que ils étaient trop inexpérimentés il y a 4 ans, que ça leur coûterait beaucoup beaucoup trop cher de faire une trad pro de ça et bon et puis demander ça à des à des volontaires, c'est pas vraiment possible. Donc c'est anglais quasiment obligatoire. Alors là tout ce que je vous montre c'est un petit peu optionnel. Nous voilà, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils sont assez conscients que pour certains joueurs, ça peut être euh, euh, alors, intimidant, qui préfèrent se concentrer sur le jeu, euh, euh, vraiment sur le gameplay, etc. Donc, pour pallier à ça, hop, je vais changer de fenêtre. Ils ont mis sur leur site, sur leur site et bientôt sous forme téléchargeable, un résumé des, de ces différents chapitres. Donc par exemple, là ce qu'on a vu, hop, c'était Making the Grade. Donc vous voyez, hop, un résumé de ce qui se passe. C'est pas de tout ce qu'on a vu là, hein, parce qu'il se passe d'autres choses là-dedans. Il y a d'autres petits chapitres, donc ici. C'est très résumé. Donc vous voyez, donc ça, il y a ça d'abord. C'est pas trop un spoiler, ne vous inquiétez pas, ça arrive tout de suite. Ensuite, vous avez la partie avec la fête, enfin avec la partie une espèce de remise des diplômes suite à l'introduction. Hop, ensuite il y a ça. Ça se lit très bien, ça se traduit. Alors déjà, bon, vous pourrez peut-être, certains ont proposé de faire un peu de Google Trad, mais ça se traduit très bien à la volée. Moi qui suis assez correct en anglais, je me sens pas de traduire les 10 pages ou 11 pages qu'on vient de voir juste avant dans le PDF. Voilà, à la volée, je le ferai pas. En revanche, j'utilise ce résumé là en partie. Alors, on manque un petit peu de certaines subtilités quand on fait ça, mais le jeu est tout à fait agréable. Nous, le week-end qu'on a fait, où on a joué, enfin le premier là où on a fait 25 heures, on l'a fait absolument sans rien lire, en lisant juste ça. Moi, comme on jouait sur un week-end prolongé, on a, on n'avait pas le temps de lire. Dans ma campagne avec mes potes, enfin de club, on lit ce résumé-là en partie. Je scanne, comme vous voyez là, puisque en fait c'est scanné pour cette partie-là, et je l'envoie et je le poste aux autres entre les sessions. Ceux qui veulent lire, pour en apprendre un petit peu plus ou se mettre un petit peu plus dans l'ambiance, ils le lisent. Les autres, c'est pas grave, ils n'ont pas raté grand-chose. Voilà. Donc ça, c'est une des contraintes, je pense, les plus fortes du jeu. C'est à la fois une force et une faiblesse. C'est-à-dire que déjà, soit l'histoire, elle va vous plaire, je connais certains joueurs, par exemple, qui lisent à peine les introductions des scénarios dans Descente deuxième édition, alors qu'elles font 5 lignes ou 10 lignes. Là, vous voyez bien qu'il y a quand même beaucoup plus de choses. Mais bon, il se passe plein de choses. C'est encore un peu tôt pour moi, parce qu'on a fait qu'un cinquième du jeu, enfin du premier acte, pour vraiment avoir une opinion sur l'histoire finale. C'est rigolo. Il faut pas se prendre trop au sérieux, parce que c'est pas uniquement manga ou animé bon, je sais pas trop comment dire, hein, je suis pas vraiment un spécialiste de la chose, je vous préviens. D'ailleurs, je n'aime pas du tout, enfin, je suis pas du tout un fan d'animé, ou de manga, et j'ai un peu participé au projet malgré la DA, malgré cette direction artistique. J'en suis bien content a posteriori. Il n'y a pas que ça qui est manga. Il y a l'histoire et la narration aussi, avec des moments de n'importe quoi. Les personnages, enfin, je vous ai dit, ils se racontent leur vie. Vous avez des moments très sérieux où il se passe des choses très sérieuses et des moments où il se passe des choses un petit peu bêtes, un petit peu bébêtes, un petit peu débiles entre les persos. C'est du grand classique, alors shonen quoi, c'est-à-dire euh, euh,
les mangas pour garçons ados, quoi, comme Dragon Ball Z et ces conneries-là, quoi. Voilà. Donc il y a des moments un peu sérieux où il se passe vraiment de l'histoire, des trucs, et des moments où il se raconte un petit peu des trucs un petit peu débiles. Faut pas se prendre trop au sérieux, quoi. Voilà. Alors nous, enfin bon, pour certains, ils aiment bien une histoire vraiment, vraiment carrée. Et puis c'est un peu du n'importe quoi. Voilà. La plupart, enfin, le personnage principal ne fait que des conneries, quoi. Parce qu'il y a un personnage qui est un petit peu plus central que les autres dans l'histoire, en tout cas là, de là où on fait. Et à chaque fois, bah voilà, elle prend des décisions à la con. Parlons de décision. Pour le premier, donc cinquième qu'on a fait, il n'y a pas de décision, on n'a pas eu de grosses prises de décision, euh, euh, de grosses prises de décision. C'est-à-dire que on n'a pas eu vraiment de chemin qui, qui, enfin de chemin, de choix à faire. Et je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans le futur. Ça, je peux pas vous le dire pour l'instant. En revanche, c'est un jeu qui, en théorie, je vous en parlerai pourquoi je vous dis en théorie dans la partie sur le système, vous permet d'échouer un scénario et il y a des conséquences négatives. Et euh, contrairement à un jeu comme Gloomhaven où vous refaites le scénario que vous avez raté jusqu'à ce que vous réussissiez. Là, c'est pas fait pour ça. On fait les scénarios une seule fois, ils sont réussis ou ils sont ratés. À certains moments clés de l'histoire, on le sait. Alors, c'est dans le livre, ça explique, c'est dans le livre donc de règles. Donc, c'est expliqué. À certains moments de l'histoire, certains scénarios, on vous dira attention, celui-là, si vous le perdez, la campagne est finie, game over. Alors, vous pouvez toujours dire bon bah non, si jamais vous voulez pas recommencer depuis le départ après 60 heures, bon ça serait un peu compréhensible. Mais en tout cas, on vous prévient. Et puis, j'en sais rien, moi, je dis au hasard, ça peut mener à la mort du personnage principal, si vous ratez, etc. Alors, c'est un petit peu théorique parce que pour l'instant, je vous en parlerai plus. Le jeu est assez facile, nous n'avons pas perdu un seul scénario de tout le début. Bon, ça c'est autre chose, je vous en parlerai dans la partie système. Donc, voilà, donc c'est un jeu à scénario, à campagne, à histoire, background, très riche. Le gameplay est fort, ça je préfère le dire. Euh, euh, Par exemple, Folklore est un jeu où il y a énormément enfin où il y a beaucoup de background, probablement moins qu'ici quand même, hein. Le livret de scénario, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, il fait quand même 484 pages. Bon, ou enfin bon, un truc comme ça, 480 et quelques. Donc dans Folklore, il y a quand même moins de texte à lire. Mais le système est un peu plus faible. Là, les deux, je trouve, sont assez forts. Je vous en parlerai tout à l'heure. Euh, Hop, je vais vous remettre la page de règles. Alors, je regarde un petit peu mes notes pour voir ce que j'oublierais de vous expliquer. Hop, pardon. Alors, tout ça, c'est la partie background, système, comment le jeu se joue. Alors, il est facilement. Un des avantages, c'est que c'est un des jeux les plus faciles à sauvegarder. Il suffit d'une feuille où on met à quelle page on est du gros bouquin, combien d'or on a. Il y a quelques éléments. Alors, c'est pas du legacy parce que il n'y a pas. Mais où on note des choses qui sont arrivées pendant la campagne. Des mini-événements qu'on a réussi à faire ou qu'on a raté, ou des petits choix qu'on a fait, où on coche des cases dans une liste, et à d'autres moments, on va nous dire est-ce que vous avez réussi à faire ça. Par exemple, il y a un adversaire qu'on peut vaincre, où on peut arriver à trouver une ruse pour passer à côté, pour l'éviter un petit peu, en tout cas éviter d'avoir à l'affronter trop directement, suivant le choix qu'on a fait pendant le scénario. Après, il y a des conséquences différentes. Voilà, bon, je vais bien entendu pas spoiler. Euh, pour reparler du résumé, enfin du background, ils ont aussi fait enregistrer par une actrice tous les textes qu'on voit là. Alors pour l'instant, il n'y a que les deux premiers actes qui sont dispo, mais parce qu'ils rajoutent de la musique, des bruitages, etc. Ils essayent d'ajouter une valeur enfin une valeur ajoutée euh,
narrative très forte. Alors bon, bah c'est de l'anglais, donc puis je me proposerai pas de vous le lire, hein. Vous le traduire et de vous le lire en français. C'est de l'anglais, donc bon bah il y a qu'une petite partie qui pourront écouter ça, mais c'est pour vous essayer de vous aussi de vous expliquer quelle est enfin le degré de soin qu'ils ont essayé de mettre dans leur système. Voilà. Donc, elle est disponible sous forme d'application qui marche pas très bien, mais ils sont surtout disponibles sous forme de PDF, de MP3. Et voilà, c'est beaucoup plus simple, vous le mettez sur votre téléphone et ça fonctionne. Donc, au niveau de la DA, bon, bah là, je vous l'ai montré. Je reprends un petit peu mes notes. Hop. Alors, au niveau du background, justement, ils ont même fait, je vais essayer de vous le montrer. Ils ont fait une. Alors, tout n'est pas expliqué très très bien dans le bouquin. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une vidéo de 20 minutes. Alors non, ça c'est une vidéo de comment jouer qui sont un petit peu. Elles sont disponibles sur le site de Succubus, là, comme vous voyez. Mais elles sont un peu datées. Il y a certains petits. Alors ça vous apprend la base, ça vous apprendra pas le jeu. Donc vous avez toute une vidéo d'une vingtaine de minutes qui explique, je vais pas la jouer, qui explique la base de l'univers, euh, qui est un petit peu plus complexe que ce qu'on pourrait penser au départ. Je vais pas vous l'expliquer ici, mais moi, en tant qu'un peu rôliste, quoi, je vous avoue qu'en regardant la vidéo, je me suis dit plein de moments, ah ouais, ça ils vont l'utiliser dans l'histoire, ça peut être intéressant, il y a des bases, il y a des histoires de lutte de pouvoir entre les pays, il y a, il y a pas mal de choses qui disent, ah oui, ça pourrait servir plus tard, voilà. Donc c'est assez intéressant. Enfin, moi je trouve que c'est assez intéressant. Donc ça c'est une vidéo à voir. Alors elle est en anglais, mais vous pouvez activer les sous-titres anglais ou les trad automatiques, c'est un peu moins bien, mais voilà. Bon, de toute manière, j'allais vous dire, franchement, si vous y allez, c'est que vous avez un minimum de connaissances en anglais. Voilà. Au pire, vous activez les sous-titres en anglais. Si vous savez pas lire les sous-titres en anglais, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais bon, si vous lisez pas l'anglais à peine, bon, n'allez pas dans ce jeu parce que non seulement il y a, il y a du texte, on va dire le texte que je vous ai montré entre les scénarios qui sont bon là, vous pourriez éventuellement faire du Google Trad puisque c'est disponible sous forme de PDF. Il y a quand même pas mal de textes sur le bouquin qui sont à l'intérieur des scénarios qui expliquent ce qui se passe là quand on joue vraiment. Vous avez une intro de 5 lignes, et puis vous avez des éléments au fur et à mesure qui vont se déclencher. Bon bah quand ça arrive, c'est bon, là vous avez pas Google, vous aurez pas Google Trad quoi. C'est juste pour dire ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que donc le lore est très important. Maintenant, alors je vais parler du jeu sur les tuiles. Parce qu'on parle de jeu quand même. Alors moi, ce que je préfère dans les dungeon crawlers, c'est la surprise. C'est-à-dire ne pas savoir ce qui va se passer. Et ils ont mis en place tout un système de assez malin pour pouvoir cacher le plus d'éléments possible. Je vais essayer de vous le montrer, de vous en montrer une partie. Hop, 2 petites secondes. Alors, ouais, c'est à peu près ici. Donc vous avez une mise en place de tuiles, comme ce que vous voyez là. Alors ça doit être petit sur votre écran. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Vous avez là où vos persos commencent, là où les ennemis sont au tout départ. Et vous avez tout un ensemble de tokens de plusieurs types différents. Les totems, comme ceux qu'on voit là, bon, on s'en fiche à quoi ils ressemblent, hein. Dès que quelqu'un a la ligne de vue dessus, on va dans le bouquin, on sort un petit filtre rouge comme dans les jeux des années 80, les protections des jeux des années 80, comme ce que vous voyez ici. Euh, on place le filtre rouge, donc là si vous voyez le totem bleu, bah, on regarde, et on fait ce qui est marqué dessus. Ça peut être faire apparaître des nouveaux monstres, ça peut faire déclencher un événement. Donc en gros, ça simule le fait que bah, y a un coin de mur, vous le voyez pas, vous passez la tête de l'autre côté du coin de mur et il se passe quelque chose. Alors, bon bah ça veut dire que tant que vous faites pas ça, il n'y a pas d'interaction avec le reste du jeu. Donc il se déclenche pas tout seul. Bon, il y a des petites exceptions, mais globalement il se déclenche pas tout seul. Il y a aussi des tokens, vous allez dessus
et ça se déclenche. Il y en a d'autres, vous allez dessus, vous faites une action spéciale et ça se déclenche. Alors quand je dis ça se déclenche, c'est toujours, vous y allez et vous lisez un paragraphe caché. Vous avez également un autre livre, en plus du livre de 480 pages, de 64 pages. Vous avez que des diagrammes comme celui qu'on voit ici. Et qui dit, bah en fait, bah là quand vous regardez le truc là, vous ne saviez pas, vous en étiez pas rendu compte, mais là il y a un autre passage. Et vous rajoutez des tuiles. L'objectif c'est qu'il y ait le plus de surprises possible là-dedans. Et vous avez toujours une condition de fin qui est bien souvent d'atteindre, de trouver la sortie et de l'atteindre. Des fois, on peut, par exemple, ne pas combattre tous les ennemis et aller directement à la sortie. Des fois, il faut tuer les ennemis. Et des fois, la condition, elle est un petit peu cachée par d'autres éléments qui sont assez malins. Donc ça génère énormément de surprises et de choses. Euh, ça leur donne les possibilités de générer ça. Par exemple, quand on joue à Gloomhaven, bah, on regarde la page et tout est sous les yeux. Alors on fait semblant un peu de ne pas voir les pièces d'après, mais tout est plus ou moins écrit. Et aussi, bon, j'adore Gloomhaven, hein, mais cette partie richesse des scénarios est pas très forte. La plupart du temps, c'est toujours la même condition de fin. La plupart du temps, c'est tuer tous les ennemis. La plupart du temps, il y a un micro-événement par scénario et encore les jours de grand vent. Voilà. Donc c'est pas sa force, hein. C'est pas sa force. Il en a bien d'autres. Il n'a pas besoin de moi pour en faire la pub. J'aime beaucoup le jeu. Mais la partie découverte. L'autre jeu qui fait ça très très bien, c'est, je trouve, Descente. J'allais dire Road to Legend. Alors je sais plus le nom en français. C'est l'application pour Descente V2 qui elle, bah, comme elle peut tout cacher, hein, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Bah, j'en sais rien parce que l'application me le dira quand j'aurai ouvert la porte. Et bah là, ils ont fait un système qui permet de faire ça complètement indépendamment, juste avec du papier. C'est très malin, c'est très bien fait. Sont les seuls à faire ça. Alors non, ce ne sont pas les seuls, pardon. Je vous dis une bêtise. Il y a ça dans Sword and Sorcery de manière plus limitée, on va dire un peu moins développée. Mais c'est vraiment la partie, moi, des dungeon crawlers qui me plaît le plus. Ensuite, je vais vous parler du système de jeu. Donc c'est assez proche de descente, c'est-à-dire que vous avez des cases, euh, vous, vous, bon, il y a des différences de jeu, on peut pas se déplacer en diagonale, je vais pas vous gonfler avec tout ça. On lance des dés. Sur les dés, il y a à la fois une valeur pour toucher et des symboles qui déclenchent des éléments secondaires. Donc ça, c'est la partie proche. De descente. Hop, je vais essayer de vous montrer quelque chose. Il y a aussi énormément de... je vous montrerai les tuiles tout à l'heure. Alors, il y a des pouvoirs. Alors, au niveau des actions. Les actions dans descente, par exemple, je vais beaucoup utiliser cette comparaison. Vous avez deux actions à faire. Vous pouvez garder un petit peu sous le pied d'un tour sur l'autre en gardant des points de stamina, d'endurance, des points de fatigue, pour, pour booster un petit peu certaines actions futures, etc. Là, c'est un système de... Mais vous pouvez pas, globalement, pas beaucoup économiser d'un tour sur l'autre. Là, c'est un système de points d'action. Vous en gagnez 3 par tour. Vous pouvez en avoir jusqu'à 5 max. Donc, vous pouvez un peu attendre et puis mettre le paquet le tour d'après, etc. Il y a un petit peu plus de gestion. Vos personnages ont aussi des compétences, enfin des caractéristiques plutôt, présence, connaissance, agilité, perception et force. Ça sert à faire des tests qui peuvent être soit pendant les scénarios, soit hors scénario, et qui permettent de, par exemple, oh, il faut gérer un jet de force pour pousser un rocher, oh, il faut faire un jet de connaissance pour essayer de deviner au dernier moment, enfin, pour déchiffrer des runes, pour savoir ce qu'il faut faire, etc. Bon, ça permet d'introduire de l'histoire. Ensuite, alors, vous avez des compétences. Vous commencez avec une compétence. Je pense qu'on va finir le jeu avec 6 ou 7 compétences différentes. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Hop. Ça s'appelle des disciplines d'ailleurs. Ça s'appelle pas des compétences, mais hop. J'essaie de vous les trouver. Hop, c'est pas là. Parce qu'il faudra que je remonte tout à l'heure. Donc, hop. Mhm. Oui,
il y a pas mal de règles, hein. Le bouquin de règles fait 76 pages. Ah, elles sont pas méga compliquées, mais c'est quand même du jeu pour. Bon, si vous jouez à descendre, je pense qu'il y aura aucun souci. En revanche, si vous jouez qu'à zombicide, bon bah ça demande quand même une. Ça c'est les compétences. Ça demande quand même ça demande un petit peu plus d'investissement au niveau règle, quoi. Donc ça c'est une compétence, on va en avoir entre 1 et 6, 7 je pense à la fin du premier acte. C'est un peu difficile à dire tant qu'on n'a pas fini. Vous avez différents types de compétences passives, dès que vous pouvez utiliser une fois par tour, dès que vous pouvez utiliser une fois par rencontre, une fois par groupe de rencontres, parce que les rencontres elles peuvent être groupées, on n'a pas forcément le temps de se reposer entre les rencontres. Ils ont tout un système qui permet d'enrichir tout ça. Voilà, donc ça personnalise bien les personnages, enfin les builds de perso. Ils ont les 4 personnages de base ont une petite compétence secondaire qui ne change pas la vie de truc. Donc tous les personnages peuvent choisir n'importe quelle spécialisation, etc. D'ailleurs, en vrai, il n'y a pas de spécialisation. Vous avez 5 écoles de compétences euh, et il n'y a pas de classe. Donc vous pouvez piocher partout. Il y a deux contraintes. Plus vous prenez de pouvoir d'un niveau donné, plus il coûte cher. Donc le premier pouvoir, comme vous voyez là, il coûte 2 points, 2 points d'expérience. Le deuxième pouvoir niveau 1, quel que soit le domaine, coûte 4 XP, puis 5, puis 6, puis 7. Alors que le pouvoir niveau 2, il vaut 7. C'est pour éviter de prendre 20 pouvoirs, j'exagère un peu, mais 15 pouvoirs le niveau 1, et puis aucun pouvoir niveau 2 et niveau 3. Donc les coûts des pouvoirs niveau 1 augmentent. Deuxième système, pour avoir un pouvoir d'un niveau donné, il faut avoir le pouvoir du niveau inférieur de la même école. Donc pour avoir un pouvoir de Sanctus, comme ce que vous voyez là, niveau 2, il faut déjà que j'ai, par exemple, intervention, qui est un pouvoir niveau 1. Bah, d'ailleurs, pour vous montrer, il y a énormément, énormément. Ce sont que les pouvoirs niveau 1 des 5 familles. Assemblage qui est du summon et de la transformation en monstre. Donc vous vous métamorphosez en monstre pour gagner ces caractéristiques. Il y a aussi quelques buffs, hein, il y a un peu de tout, pas tout, mais il y a un peu beaucoup de choses. Cruor, c'est une magie du sang, vous faites des espèces de sacrifices de points de vie pour faire des effets, des dégâts directs par exemple. C'est la magie, enfin l'école que je connais le moins, qu'on a le moins, dans lequel on est moins rentré. Sanctus, c'est plutôt les buffs, les bonus, un petit peu les soins, mais il n'y a pas énormément de soins, il n'y a qu'une seule carte de soins en fait, quasiment dans tout le paquet, enfin dans tout le groupe. Des buffs, on donne des bonus aux autres, contrairement à beaucoup de jeux. euh, on va dire que ça change complètement le jeu. Là, notre équipe, ma deuxième équipe, celle avec laquelle je suis allé le plus loin, on est complètement spécialisé là-dedans. En tout cas, on est bien investi là-dedans. Et avec deux personnages qui ont des synergies, qui fonctionnent très bien ensemble. Ils donnent des bonus, ils donnent des tokens un peu à tout le monde. Donc des tokens, des bonus quoi. Genre plus un point d'action par tour, plus des bonus en défense, des bonus à l'attaque, des machins. On donne un appui pas à tout le monde. Et moi, plus par exemple mon personnage, il en donne. Et en plus, à chaque fois que quelqu'un qui a un bonus fait une action, moi je gagne des trucs. Enfin, voilà, ça marche très bien. Il y a vraiment des gros builds à faire. C'est assez intimidant au départ. Pourquoi? Parce que vous avez tout devant la table, quoi. Vous avez d'ailleurs vos personnages de base commencent avec un pouvoir. C'est pas un spoiler, hein, je préfère le dire. Ne faites pas votre choix initial sur ce pouvoir. Ah, lui il est spécialisé en combat comme ça. Moi j'aime pas. Non, parce qu'à la fin du prologue, il faut tenir le prologue, hein. À la fin du prologue, vous allez remettre tout à zéro et même les armes, tout, vous allez repartir tout à zéro. Vous allez choisir vraiment ce que vous voulez. La quatrième, c'est martial. Il y a différents types d'armes, à une main, à deux mains, et puis c'est globalement assez plan-plan, c'est-à-dire sont plutôt des bonus bruts quoi, de dommages, d'attaque spéciale, attaque en zone, attaque ceci, attaque cela. C'est le moins sexy, mais ça marche bien. Et subterfuge, qui est un petit peu la même école, mais un peu plus subtil, un peu pour les voleurs, c'est-à-dire arme à distance et discrétion, backstab, voilà. Il n'y a pas d'école de magie un peu flamboyante comme les mages de Donjons et Dragons. Ils ont promis lors du deuxième Kickstarter qu'il y aurait justement des ajouts d'école,
dont au moins un ajout d'école qui serait une magie un peu plus. Alors, je sais pas si ça va être une magie de feu, hein, mais quand je dis flamboyante, c'était pas forcément. Voilà, c'était plutôt un peu voilà, bah, la magie offensive de ça. Donc, ça fera partie du deuxième Kickstarter. Bon, on n'a pas plus de détails. En tout cas, c'est ça qu'on a au tout départ. C'est un peu intimidant. Ils ont mis à disposition sur BGG une quarantaine ou une cinquantaine de builds, d'idées de builds différents, vraiment si vous savez pas quoi faire. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi un premier pouvoir qui nous plaisait bien. Bon, j'ai d'ailleurs, je crois que j'ai gardé celui de départ. Et ensuite, eh ben, une fois qu'on connaissait un peu mieux le jeu, c'est-à-dire, c'est ça, mais même après 3-4 heures de jeu du prologue, bah, quand il faut faire un premier choix, il est assez large, hein. Bah, une fois qu'on a vraiment plus joué, qu'on a pu acheter un deuxième pouvoir, ben là, on avait une meilleure connaissance du jeu, puis c'était plus facile. Il y a des moyens de revenir à zéro sur ses skills, ça coûte un petit peu. Bon, ça coûte un XP de revenir à zéro, ce qui est pas énorme, mais bon, ce qui est un petit peu dommage. Après, vous pouvez toujours, ils disent, bah si vraiment, bon, enfin, tout de même, vous faites ce que vous voulez, hein, vous pouvez toujours respect sur zéro pour zéro si jamais vous aviez pas vraiment pas compris quelque chose, s'il y a un truc, un build que vous avez fait qui ne marche pas du tout. Bon, ça c'est du coopératif, on fait ce qu'on veut. Donc ça c'est une des parties euh, qui fonctionne très bien du jeu. Donc il y a des pouvoirs qui coûtent comme vous le voyez sur la gauche, qui coûtent un point de stamina. Il y en a qui coûtent rien. Bon, c'est très très riche. Mais l'autre partie de la richesse du jeu, il faut que j'arrive à remonter tout en haut, ce sont les objets. Il y a des vraies stratégies de build liées aux objets. Les objets dans la plupart des jeux, c'est un pouvoir, un bonus passif ou des choses comme ça. Là, ce que vous voyez, ce sont que les objets de base. Vous avez deux pouvoirs quasiment sur tous les objets que vous allez avoir. Vous avez une armure, deux armes à une main ou une arme à deux mains, une sorte d'amulette. Vous avez un accessoire qui est un vêtement. Par exemple, là, vous voyez une cape. Ici, vous avez une cape. Et vous avez trois reliques qui sont des pouvoirs. Sur ces objets-là, nous, au niveau auquel on est, parce qu'il y a différentes raretés d'équipements, Munden, qui est avec ce avec quoi vous commencez, Common qu'on a déjà entamé, nous, Uncommon et Rare, plus deux nouveaux dans la nouvelle Kickstarter, parce que bien entendu, ils augmentent le niveau. Euh, euh, et, et nous, on a eu un pouvoir supplémentaire quand on est passé au Common. Alors là, les cartes, elles sont pas extensibles à l'infini. Je pense pas qu'il va y avoir 5 ou 6 pouvoirs à chaque fois. Mais c'est déjà beaucoup. Il y a 8 objets différents, plus 3 consommables, genre potion, une bombe, un ceci, un cela. Plus sur 4 des 8 objets principaux, des 8 objets principaux, pardon, euh, euh, vous allez pouvoir mettre des améliorations. Des gemmes, un peu comme ça ressemble beaucoup à un RPG euh, vidéo, hein. Voilà, vous allez mettre une amélioration. Hop, ça c'est une arme à deux mains. Elle peut avoir jusqu'à deux améliorations comme ça. Votre amulette peut avoir une amélioration et votre armure peut avoir une amélioration. Donc c'est très riche. Vous finissez par avoir beaucoup de personnages. Alors ça vient au fur et à mesure, parce qu'au début vous n'avez pas 8 objets différents. Mais ça rend le jeu très riche, avec beaucoup d'interactions, beaucoup de choses. Voilà. Donc ça c'est bien. Au niveau des ennemis, alors je vais essayer de vous trouver une carte de combattant. Alors je vais essayer de pas faire trop long la vidéo, mais bon, bah, vous me connaissez, hein. Ça m'étonnerait que ça descende sous l'heure. Alors j'y suis. Alors voilà. Donc alors ça c'est pas un ennemi. Alors vous pouvez summoner, donc vous avez des alliés, vous pouvez avoir des compagnons. Hop, ça doit être pas loin quand même. Non? Ah, attendez, hop. Non, c'est pas ça. Voilà. Ça c'est un ennemi. Donc au dos, vous avez plein de textes, hein, de background, je vous l'ai dit. Vous avez des pouvoirs passifs et ensuite vous allez regarder les points les uns en dessous des autres et puis vous allez voir quelles sont les conditions qui sont valides. Par exemple, celui-là, est-ce qu'il a des dégâts? Si oui, il se soigne. Ensuite, on continue. Est-ce qu'il a un adversaire adjacent? Si oui, on fait ça et on sort de la routine. Sinon, bah, on va au suivant, etc. Ça permet d'avoir
une richesse qui est un petit peu plus élevée que, enfin, de personnaliser vraiment les ennemis plus que dans, un petit peu plus que dans Sword and Sorcery, qui est un très très bon système d'IA, mais qui n'est que basé sur est-ce que j'ai un ennemi à 0 case de moi, c'est-à-dire dans ma case, dans ma zone. Est-ce que j'ai un ennemi à une zone de portée, etc. On se base uniquement sur la portée. Là, il prend, par exemple, vous avez des ennemis. Est-ce que j'ai deux ennemis adjacents? Dans ce cas-là, je fais quelque chose. Est-ce que j'ai, enfin, il y a pas mal de d'éléments différents et donc et dans ces cadres-là, eh ben ils vont courir, ils vont faire un mouvement, une attaque, éventuellement un deuxième mouvement, une deuxième attaque, un pouvoir spécial, un sort. Il va y avoir pas mal de choses possibles. Vous avez des points de vie, de la défense, bon, on s'en fiche un petit peu, puis tout un système de dés pour combattre. Donc ça fonctionne bien. Le petit défaut que j'ai vu dans le premier cinquième qu'on a fait, le premier chapitre, bon bah il n'y a pas tant d'ennemis différents que ça pour l'instant qu'on a affronté dans ce premier, alors j'allais dire tiers, mais au sens pas 1 sur 3, mais dans ce premier chapitre, on finit par en avoir un petit peu marre. Là, on est content en arrivant dans le tour d'après, enfin le tour dans le chapitre d'après, d'avoir une introduction de nouveaux monstres. Voilà. Alors ils l'ont un petit peu compris. Alors combien on a? On en a combattu 5 ou 6 dans le premier tiers. Sur combien on a fait? 15, une quinzaine de scénarios de Don Counter quoi. Je sais plus combien exactement, mais bon, on finissait par en avoir un petit peu marre. Ils l'ont aussi un peu compris. Je trouve que d'ailleurs l'annonce de leur prochain Kickstarter montre qu'ils ont compris beaucoup de choses sur leur jeu et c'est pas mal. Donc, euh, ils l'ont compris et ils vont mettre des versions alternatives. Vous allez par exemple avoir euh, deux versions, X versions, parce que je sais pas combien ils vont en faire, mais de ça avec des IA un petit peu différentes et des caractéristiques éventuellement un petit peu différentes. Ça changera pas, ce sera toujours la même figurine, mais voilà, pour les monstres. Et donc vous piocherez au hasard un des deux, et puis ça changera un petit peu. Donc ça c'est pas mal. Pour économiser un petit peu aussi en figurines, ils vont faire dans les tiers supérieurs, enfin dans l'acte 2 et l'acte 3, donc les éléments qu'on n'a pas, qui seront l'objet vraiment du financement de ce nouveau Kickstarter, des versions améliorées des ennemis. Voilà, genre, enfin, vous les montrerai éventuellement tout à l'heure si j'y pense, mais parce qu'ils ont montré quelques images sur l'annonce du prochain Kickstarter. Voilà, bon, ça peut être intéressant. Donc ça c'est les ennemis, ça fonctionne bien. Y a vraiment pas de souci. Faut bien réfléchir pendant notre tour à ce que vont faire les ennemis. Alors maintenant, tout ce que je vous ai dit, c'est très très positif. Enfin, moi je suis très fan de ce genre de système. Mais j'aime beaucoup Descente, hein, donc il y a pas beaucoup de, enfin c'est pas trop, tout fonctionne très bien. La seule chose qui fonctionne un petit, enfin qui est vraiment pour moi le point négatif de jeu, c'est que pour des joueurs comme nous, c'est-à-dire qui sont, j'allais dire très légèrement optimisateurs en utilisant un petit euphémisme, le jeu est très facile. Alors le jeu est assez facile, on va dire. On n'a pas perdu une seule fois de scénario, mais non seulement on n'a pas perdu un seul scénario, mais en plus on n'a jamais dû rusher pour atteindre un point et pour écourter le scénario parce qu'on avait eu peur de perdre, etc. C'est assez dommage. Alors, ils le reconnaissent aussi et ils disent que cette difficulté-là sera la difficulté du mode facile et qu'ils vont bien booster même le premier acte lors du nouveau Kickstarter qu'ils ont déjà mis en place des systèmes pour que ce soit plus dur. Pourquoi c'est dommage? Parce que dans un jeu qui permet l'échec la plupart du temps, c'est-à-dire que justement vous avez le droit de perdre un scénario, c'est-à-dire que il y a des conséquences négatives, sauf des scénarios clés, bah voilà, ça c'est dur la vie, mais c'est comme ça. Et ben voilà, où on peut pas réellement perdre, par exemple, je ne vois même pas comment. Alors peut-être que vous allez me dire que d'autres groupes ont fait différent. Il est possible de ne pas avoir le score maximum parce que vous allez être noté entre guillemets, c'est pas un spoiler,
des premiers scénarios qui servent de prologue, je ne vois même pas comment on peut ne pas avoir le score maximum. Enfin, je ne comprends pas. Peut-être que c'est parce qu'on connaît trop bien ce genre de jeu. Peut-être qu'avec d'autres, ce sera différent. Bon, voilà. C'est pour moi un des gros défauts du jeu. On s'est éclaté, on était très content, mais à la fin on s'est dit, ah oui c'est vrai quand même qu'on a un peu roulé sur le jeu. Bon, ils prévoient de le corriger, ce sont des promesses, hein, on ne peut pas vraiment le savoir. L'élément qui est positif, c'est qu'ils sont extrêmement présents sur Board Game Geek. Et pas. Ok, on peut penser que c'est lié au fait qu'il va y avoir un reprint, mais ils ont une volonté, mais ils le montrent partout, d'améliorer leur jeu qui est très très fort. Alors ils ont fait beaucoup d'évolutions de leurs règles. On est à 1.07. Alors si vous avez le jeu en... Bon, vous n'avez pas besoin de regarder ma vidéo, vous voulez me dire, mais si vous avez le jeu dans la première version déjà, il y aura un pack d'upgrade pour les autres. Et les changements, ils sont assez faciles à implémenter. Il y a une liste de changements, vous faites la liste de changements et puis c'est tout quoi. Et puis voilà, donc ils sont très 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 présents, ils répondent, ils comprennent les choses qu'on leur explique. Enfin, et puis même, ils ont une conscience de leur jeu qui est forte. Moi, j'ai plutôt confiance. Voilà. Ensuite, vous avez... donc ça, c'est un défaut. Et effectivement, j'allais dire, l'autre défaut, c'est qu'ils ont... Alors pour peut-être un peu pour les pots, ils ont une écriture un peu naïve. C'est leur premier jeu. Alors naïve, c'est pas forcément le terme, mais on voit qu'il manque un poil d'expérience sur l'écriture de textes techniques. Et des fois, vous avez des petites imprécisions de wording, voilà, qui pour les gens, enfin, qu'on arrive à remarquer. Bon, bah, on voit qu'ils le comprennent et qu'ils évoluent. Bon, c'est tout, moi, c'est tout ce que j'attends, quoi. Ensuite, de quoi il fallait que je vous parle? Alors, je fais un petit tour de mes notes. Je vous ai parlé de tout ça, ça évitera d'oublier quelque chose. Ah, ensuite, je vais vous parler de la qualité du matériel. Alors, le carton est parmi le carton de meilleure qualité, clairement, que j'ai vu. Alors, les cartes sont très belles. Il y a énormément d'illustrations sur quasiment toutes les cartes du jeu. En tout cas, tous les items ont des illustrations. Même quand vous avez deux items identiques, genre deux épées courtes qui sont faits pour être utilisées en main droite, main gauche, elles ont, elles ont des illustrations différentes. C'est assez. Enfin, c'est voilà, c'est vraiment bien fait. Elles sont de qualité. Vous en avez beaucoup. Alors, je sais plus combien il y en a, mais 500 ou 600 dans la boîte de base. Voilà, donc ça c'est très très bien. Les tuiles, et c'est ça que je cherche à l'instant, mais je viens de passer un peu bêtement. Les tuiles sont peut-être, je pense, les tuiles les plus jolies du marché. Alors, ça se voit pas forcément là parce qu'elles sont assez sombres. Vraiment. Alors elles sont non seulement elles sont jolies. On le voit pas forcément, mais enfin on le voit pas là, mais par exemple il y a toute une partie des tuiles. Elles sont toutes de la même dimension, elles sont carrées. Je sais pas, ça fait 15 par 15 ou 20 par 20, 20 par 20 peut-être. Elles ont un traitement UV spot, donc brillant, comme certaines boîtes de jeux qui mettent en avant quelques éléments. Par exemple, vous allez avoir l'eau. Ici, là, je sais pas si vous le verrez pas forcément, mais il y a une petite gemme sur le mur. Bah, elle va être en truc brillant. C'est vraiment très bien fait. Premier élément. Deuxième élément, et ben toutes ces zones-là, qu'au début, moi j'avais un petit peu peur en regardant les visuels, que ça se soit, ça rende les tuiles assez moches. C'est pas du tout le cas. Ça rend au contraire les tuiles très lisibles. Contrairement à donc c'est des traits en pointillés de couleurs différentes, avec en plus un symbole pour ceux qui, comme moi, voient mal les couleurs, qui vous indique le type de terrain. Donc ça, par exemple, avec un point d'exclamation, c'est les trous. Donc si vous ne comprenez pas que c'est un trou à cause de l'illustration, là c'est assez facile, mais il y a des fois où c'est un peu moins clair parce que le précipice il est en train de se faire, par exemple, donc vous avez un doute. Voilà. Et là, si vous voyez la ligne, les lignes des cases, elles sont doubles. Dans Myth, par exemple, c'est une ligne unique qui est de couleur. Et ça rend les tuiles très difficilement lisibles pour moi. Pour les. Et puis même pas que pour moi parce qu'elles sont sombres. Mais là, tout est lisible, et elles sont très jolies.
Là, ce sont les plus basiques, mais franchement, c'est magnifique. Enfin, moi, je suis très très impressionné par ça. Donc ça, c'est la partie très positive. Tout ce qui est carton, attention, il n'y a pas de rangement pour le carton prévu dans la boîte. En tout cas, dans la première édition de la boîte, il n'y a aucun rangement pour le carton. Vous avez plein de manuels. Le manuel de scénario qui fait 480 pages et le manuel de règles qui fait 80 ont des reliures en métal spirale. Et c'est vraiment très. Enfin, la qualité est vraiment très bonne. Vous imaginez bien un gros bouquin qui fait, je sais pas, 6-7 cm d'épaisseur, ou peut-être moins quand même, enfin qui est vraiment épais, qui aurait une reliure, voilà, ça tiendra pas. Là, vous pouvez le replier sur lui-même puisque c'est une spirale complètement. Enfin, vous n'avez pas de. Dans un boudin, quand vous faites de la reliure, bah, vous pouvez pas difficilement replier complètement parce que vous avez la partie large. Là, tout est exactement de la même taille, donc vous pouvez replier parfaitement. Donc vous pouvez tout mettre que sur une page. Le manuel est trop grand, c'est un carré. J'aime pas les manuels carrés, mais ça, il y a quasiment que moi. Alors, au niveau figurine, bon, franchement, c'est le point qui est le plus faible niveau matériel. Les figurines sont pas terribles. En fait, elles sont moyennes. Ça va de passable à correct, mais sans plus. C'est peut-être du niveau de Zombicide la saison 1, je pense. C'est assez loin des zombicides modernes. Ou enfin du coup le mini Hornet moderne, ou je sais pas moi, de Nemesis, ou de ce qu'on a vu de production de Black Rose Wars, et etc. Tout ce qui est vraiment excellent aujourd'hui, on est un cran en dessous. Donc si vous aimez que les figurines, bon j'exagère un peu, mais si c'est vraiment très, elles sont correctes quoi, elles sont pas magnifiques. Je peux pas trop vous les montrer là en vrai, mais elles sont correctes sans plus. Il y a des traits en plastique pour les ranger, donc ça ok, c'est le seul élément dans la boîte qui se balade pas pendant le transport. Bon, je parle toujours que de la V1. Vous avez pas mal de dés qui sont fonctionnels, pas très jolis mais fonctionnels, donc ça va très bien. Le seul point négatif, c'est que un seul set de dés, c'est très chiant quand vous jouez à 4 joueurs. Parce qu'en fait, là, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de dés, mais à un niveau donné, on utilise quasiment tous les mêmes 2 dés. Donc, on s'est un peu exagéré, mais à peine. Donc on est toujours à se passer les dés. Nous on a de la chance de jouer avec deux boîtes. Donc on a un set de dés pour deux joueurs et c'est déjà beaucoup plus agréable. Donc ça, pour une fois, je conseillerais peut-être de prendre un deuxième set de dés. Sachant que nous, alors les backers du premier Kickstarter avaient pu commander des dés qui n'ont pas été livrés parce qu'il y a des problèmes de production sur ces dés là qui sont censés être plus jolis. Bon, ils ont promis qu'ils les livreraient. Je n'ai aucun doute qu'on les finira par les avoir d'une manière ou d'une autre, même si moi j'aurais été très content avec un set de jeu de base un peu moche entre guillemets. Alors, il y a des figurines, mais il n'y a pas que des figurines. Bon, il y a des tokens en carton, mais je veux dire, pour certains ennemis, ils ont choisi de faire des standees, donc un morceau de carton avec une illustration qui sert de figurine. Pourquoi? Parce que le... certains ennemis, alors certains boss, hein, on va pas enfin c'est pas un spoil. Vous allez rencontrer des boss qui vont avoir des cartes bonus, enfin des cartes bonus, des bonus, des stats spéciales, etc. Et ben ceux-là, vous allez vous en servir quoi? Une fois, peut-être deux fois, et ce sera tout. Donc augmenter la valeur de la prod en faisant des figurines pour ça, bah moi enfin donc ils ont décidé de pas le faire et de faire donc c'est vrai qu'à des moments on va avoir des figurines et des morceaux de carton pour les boss. Bon bah moi je trouve que c'est un meilleur choix parce que sinon ils auraient probablement dû limiter dans leur écriture de l'histoire le nombre de boss qu'ils auraient dû faire parce qu'il y aurait eu une contrainte de production, c'est évident. Moi c'est alors certains vont pas aimer, moi c'est un compromis voilà que j'accepte tout à fait et je trouve que c'est même une bonne idée. Voilà. Ensuite, il y a un élément dont j'ai pas parlé dans la partie, on va dire un peu système. Oups, c'est ici. Vous avez des sets de cartes cachées.
Justement, alors c'est pas du... Hop, je vais essayer de montrer là. Ici, vous avez des grandes cartes cachées, des moyennes cartes cachées et des petites cartes cachées. Et bien dans l'histoire, on va vous dire, allez vous chercher la carte UM1. Et ça peut être un boss, un item magique gratuit, un item magique, euh, un nouveau pouvoir que vous pouvez gagner, plein de choses qui sont liées à l'histoire et qui sont inconnues au départ. Faut juste pas les lire. Il n'y a pas de partie legacy au sens où vous allez abîmer du matériel, mais ils utilisent ça pour faire à nouveau de la découverte. Bon, je vous le cache pas, hein, dans les grandes cartes, on sait que c'est enfin, c'est soit des ennemis, des summons et des trucs comme ça. Bon, bah, le premier boss, bah, c'est la première carte, et voilà, vous savez pas ce que c'est comme boss, vous savez pas combien. Et bah, à un moment, on vous dit, bah voilà, hop, il y a un mec qui apparaît sur le plateau, et c'est pas un gros spoil, hein, parce qu'on vous dit au début du scénario, attention, il y a un machin, il est plus fort que les autres, hein. Voilà. Donc faites attention. Voilà. Donc ça c'est aussi un côté un peu malin. Il y a je, combien il y a de cartes cachées? Peut-être une cinquantaine dans chaque paquet quoi quand même. Donc ça voilà, il y a du contenu je pense à débloquer. Nous on en a vu 3. Non, il y en a peut-être pas 50 dans les grandes. Je sais pas combien il y en a, peut-être une trentaine. J'ai pas compté puisque oh non, il y en a peut-être non, non, il y en a probablement une cinquantaine et on en a vu 3 je crois, ou 3 ou 4. Donc vous voyez, on n'a pas tout vu encore. Alors après, il y en a aussi dans euh, je sais que par exemple, il y a un boss qui est utilisé une fois dans le mode crawl, donc et une fois dans le mode aventure campagne. Donc c'est pour ça que je sais que certains vont être utilisés une fois ou deux fois, mais pas voilà. Donc bon, ça c'est un choix, il faut l'accepter. Voilà, j'ai presque fini. Euh, alors, ils ont eu 3 ans de retard, mais ils l'ont fait en, on va dire vraiment en mettant la qualité de prod, à part les figurines, mais ça ils sont un peu limités, je pense, par leur fabricant qui est Panda, avec énormément d'illustrations. Après avoir reçu par exemple, en fait, il y a un an, ils ont reçu l'exemplaire de pré-production et, et les cartes items étaient trop petits. Elles étaient toutes en format mini USA ou mini euro et elles étaient trop petites. Ils ont tout refait. Bon, c'est pour ça qu'on a repris quasiment un an dans la face, pas que pour ça, mais pour plein de raisons. Ils ont tout refait en standard, enfin en euros, en grande carte quoi. Donc, bon. Et au lieu ils avaient prévu 250 pages de scénario et ils en ont écrit 480. Bon, on ne sait pas combien de temps ils vont mettre pour faire l'acte 2 et l'acte 3, sachant qu'ils ont dit que l'acte 1 serait, donc le reprint serait livré dans un premier temps, quoi, parce que ça sera plus facilement, là, on voit qu'ils bossent sur comment faire leur reprint, là, puisque ils demandent énormément de feedback, de corrections, etc. Donc là, ils bossent sur leur reprint pour qu'il soit prêt le plus rapidement possible. Bon, ça, on verra pendant la campagne. Je vais pas spéculer plus que ça. Ils avaient promis une traduction professionnelle. Alors ça, bon, c'est le seul truc où ils ont vraiment dit, bon bah ça nous. Alors ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent. Hein. Ils ont fait 350 000, quelque chose comme ça, sur le Kickstarter. Ils ont dû en vendre pas mal en late pledge, mais bon bah pendant 4 ans, on voit quand même que, enfin, quand ils disent qu'ils ont perdu de l'argent sur le jeu, sur le premier tirage, je pense que c'est vrai. Et quand on voit la qualité de prod, je pense que c'est vrai. Ils nous l'ont vendu vraiment pas cher. Le prix va vraiment augmenter. Il était de 100 dollars pour nous. Je crois que ceux qui ont commandé les derniers exemplaires dispo sur leur boutique, le petit surplus de prod, ils l'ont payé 135 dollars. Je pense qu'il faut s'attendre à un prix comme ça. Moi, je trouve, personnellement, même s'il n'y avait pas la boîte avec les stretch goals et les figurines de stretch goals, on l'oublie. 135 dollars pour un jeu avec une telle quantité de matériel et surtout de gameplay en fait. Bon, pour moi, ça les vaut. Après, chacun, voilà. Euh, une centaine d'heures de jeu pour 135 dollars. Bon, bien sûr, si vous finissez pas, c'est autre chose, mais euh, euh, il y a pas une, il y a une quarantaine de figurines, donc il n'y a pas non plus, par rapport à des zombicides, etc., il n'y a pas beaucoup de figurines, mais rien que les tuiles, la quantité de tuiles, la quantité de cartes et le gameplay qui va derrière, pour moi, ça le vaudrait. S'ils nous vendaient chaque acte identique 135 dollars, je pense que enfin, je suis sûr même que j'accepterais de le payer. Donc voilà, ils se sont dédiés un petit peu sur
sur leur traduction professionnelle, ils ont expliqué que ça leur coûterait 150 000 dollars pour traduire professionnellement ce gros bouquin dans les 4 langues qu'ils avaient promis. Bon, ça n'arrivera pas. Je leur en veux pas. Je pense que ils se sont fait bourrer le mou par des mecs qui leur ont expliqué qu'ils allaient avoir des milliers de backers dans les langues, etc. Et comme d'habitude, hein, et qu'ils avaient aucune expérience de Kickstarter en 2015 et que c'est absolument pas rentable. Moi, je l'accepte. C'est pour ça que moi, même s'ils donnent quelques infos en disant ouais, on essaiera de traduire des choses, moi, je vous dirais si vous n'êtes pas très bon en anglais, enfin, si vous n'êtes pas correct en anglais, il faut qu'il y en ait un qui soit correct. Les autres, ils peuvent être juste l'anglais de base, genre attaque, counter, défense, enfin bon, tous les éléments techniques du jeu. S'il y en a un qui est correct en anglais, qui peut lire donc les Spark Notes, c'est sur le site de Succubus. Je voulais, comment ça s'appelle? Enfin, c'est sur le site de Succubus Publishing. Vous pouvez aller voir et c'est assez. Enfin, vous verrez si vous pouvez lire par exemple. euh, 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 pour savoir si vous comprenez bien, je vais vous dire ça. Hop, je vais essayer de vous montrer, hein. Désolé pour le petit délai. Je vais aller en téléchargement. Hop, Sparkles du chapitre 1. Before the Mast. Donc là, par exemple, vous regardez, si vous comprenez ça, bon, vous comprendrez tous les résumés. Alors, vous perdrez un petit peu si vous lisez pas l'intégrale, je vous l'ai dit, hein. Mais je trouve franchement que même avec que cette partie résumée là, ça vaut largement le coup de suivre l'histoire et de jouer au jeu. Voilà. Je crois que j'ai fini tout ce que je voulais vous dire. Donc ça va être long. Ouais, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ça va être long. Donc le jeu, c'est un énorme coup de cœur pour moi, vous avez pu le comprendre. En revanche, bah, il y a des contraintes. L'anglais, accepter qu'il y a beaucoup de narration, qu'il y a beaucoup d'histoires qui va être racontée. Jouer avec les résumés et éventuellement sur votre temps libre, entre guillemets, jouer avec la version complète. Alors si vous jouez en solo, la question elle se pose pas. 4 joueurs de préférence. 4 joueurs de préférence, en tout cas, si vous jouez en solo, c'est 2 personnages maxi. Et si vous voulez jouer à 2 ou 3 personnages, bah, il y a des variantes qui sont probablement un petit peu moins bien testées. Et les gros défauts qui sont la difficulté, promesse de correction de ce défaut-là, on n'en sait rien. Mais d'un autre côté, c'est un défaut pour mon groupe et moi. Peut-être que ça sera moins pour votre groupe. Voilà, parce que nous, on va dire que c'est quand même mon style de jeu, donc on connaît très très bien ce genre de mécanique, donc on arrive un peu à l'exploiter, on va dire. Euh, et je vais juste vous montrer pendant quelques instants le, hop, hop, le truc du reprint. Voilà, moi je suis très très fan du jeu. Voilà, ils vont mettre longtemps à livrer. Voilà, ça c'est donc la boîte de l'acte 1, parce que celle que vous voyez là, la boîte, pardon, celle que vous voyez là, c'était la boîte prévue il y a 4 ans quoi. Bon bah au final la boîte elle est très très grande, elle fait la même taille que Mech versus Minion, elle est très très épaisse. Ils ont mis une carte du monde qui ne sert strictement à rien en format genre A3, qui sert à rien mais voilà qui donne de la consistance à l'univers. Enfin, ils ont fait vraiment plein de choses et ils promettent donc 2 boîtes supplémentaires pour le reprint. Ils montent des artworks donc qui sont bah, exactement dans le même style, un peu n'importe quoi animé. Voilà, ils montent des working progress de figurines, mais vous attendez pas. Alors, regardez pas ça. Hop, c'est un micro spoiler. Un nouveau tiers d'armes, des ennemis plus puissants. Donc, bah, ça, c'est la version Cave Cycle, car des monstres ont fini par en avoir marre de rencontrer. Bah, ils en font une version plus puissante pour les tiers supérieurs. Bon, ça, c'est les errata qui sont en train de discuter. Là, ils parlent de la nouvelle classe qui sera plus une classe de mage. Ils vont faire une gamme, bon, j'en ai rien à faire, hein, de figurines résine, que ce soit 75 ou 35 mm, en petit tirage pour, euh, pour ceux qui sont vraiment fans. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas dans Kingdom Death Monster, ça ne m'intéresse pas plus ici. Mais voilà, ils montrent un 35 mm, des versions alternatives, etc.
Donc ça c'est ouais, et puis ça c'est une version de 75 mm qui montre. Donc la qualité qu'ils ont l'air de montrer, mais c'est qu'un prototype et puis on n'en sait rien, a l'air d'être correct. Bon, mais pour moi aucun intérêt. Un upgrade pack pour nous qui revenons avec des choses qui avaient été promises d'un scénario, etc., qui avaient été promises en PDF, pardon, et qui sont pas encore dispo parce qu'elles sont pas encore finies, dont on a les figurines, nous, backers du premier Kickstarter, et qui nous offriront, entre guillemets, avec l'upgrade pack pour les modifications, les errata, etc., en version imprimée. Donc c'était pas promis, hein, donc c'est pas. Voilà, après on l'aura dans un moment. Bon, du contenu PDF, bon, ça on s'en fiche. Des petites boîtes supplémentaires. Alors, il y a des missions secondaires optionnelles qui s'appellent des bounty, bon, des primes qui seront achetables en plus. Donc le Kickstarter, si vous voulez l'intégrale, va monter assez haut. Je pense que l'intégrale du gameplay sera peut-être 400 ou quelque chose comme ça, quoi. Donc là, ils montrent une version alternative déjà qu'ils ont commencé à faire du Cave Cycle, un petit peu plus difficile, avec des steps d'IA différents. Donc ça c'est intéressant. Bon ça, et ça c'est du détail de Kickstarter, on s'en fout. Euh, voilà, bah, je pense que je vous ai un peu. Moi, voilà, j'ai vraiment toujours hâte de refaire les parties là en ce moment. Ça nous plaît vraiment bien. Et j'espère que bah, si vous y allez, vous irez en connaissance de cause, donc le 24 juin, avec toutes les contraintes ou les particularités de ce jeu. Voilà, mais je le trouve très bien fait. On va dire, il faut bien comprendre que j'ai fait qu'un cinquième. Il y a de temps en temps des jeux où on se rend compte bah, qu'il y a des défauts aux trois quarts ou dans l'histoire. Si l'histoire elle devient naze, bon bah voilà, on ne le saura pas avant la fin. Jusqu'à présent c'est rigolo. Voilà, c'est rigolo, c'est un peu plus développé quand même que la plupart des. Bon, on vient de faire Sword and Sorcery avec les histoires les plus basiques qui existent, quoi. Vous voyez, bon, ça change un petit peu. J'adore hein, Sword and Sorcery, on a joué pendant un an et demi pour finir l'intégrale du premier Kickstarter, et j'ai pris l'intégrale du deuxième, bien entendu. Mais bon, bah l'histoire, c'est pas la force de Sword and Sorcery. Voilà. Et ben, à bientôt, peut-être dans 6 mois, un an pour un autre jeu, j'en sais rien, parce que je publie vraiment très très irrégulièrement. À bientôt.